Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sous les feux de la rampe cette semaine du 12 juillet. Et pour cause, 3 dossiers majeurs inscrits au rôle de la criette. Affaire 39 hectares, affaire 145 kg de cocaïne et affaire Joël Aïvor. Faut-il craindre un traitement à la va-vite des dossiers, soit une liquidation des procès? La criette suffisamment outillée enfin pour prendre des procès ou rendre des procès équitables, exempts de vives protestations comme ce fut le cas dans un passé lointain. Autant de questions qui taraudent les esprits. Pour en débattre, mesdames, messieurs, un homme de droit, un socio-anthropologue politique, de dossiers à relents politiques, il y en aurait dans le lot. Thème en débat, semaine judiciaire chargée à la criette. La justice béninoise à l'épreuve de sa crédibilité. Déjà, en notre compagnie, Maître Fatio Ousmane, qui n'est plus à présenter, observateur de la vie socio-politique. Il est avocat au barreau de Dijon en France. Maître Fatio Ousmane, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Monsieur Anagonu et bonjour à votre auditoire et à votre public. Et vous répondez à leur façon. Oui, vous l'avez annoncé, le socio-anthropologue analyste est en notre compagnie ce matin. Monsieur Georges Anagonu, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour Maître Fatio et bonjour aux auditeurs de Sika TV. Et vous répondez à leur façon, oui. Pas un seul Béninois très intéressé par ce qui a commencé par se jouer cette semaine du 12 juillet. Des affaires qui concernent soit individuellement ou au plus haut niveau la République. Affaire 39 hectares volatilisés dans la nature, dis donc 145 kg de cocaïne. Le Bénin encore doigté dans une affaire comme celle-là. Et puis, affaire Joël Aïvor, comme on l'appelle au nom du constitutionnaliste, candidat pour la présidentielle, même si l'homme n'a pas pu y prendre part. Voilà, 3 gros dossiers qui amènent les Béninois à s'interroger. La question, doit-on s'interroger lorsqu'on arrive à inscrire 3 si gros dossiers au rôle d'une institution pas comme les autres? Je suis tenté de commencer d'abord par le socio-anthropologue qui reçoit ces interrogations de ses pairs. Monsieur Georges Anagonu, quand vous suivez les Béninois s'interroger par rapport à ces dossiers inscrits, est-ce qu'on a vraiment à s'inquiéter, s'interroger autre mesure? Bonjour encore. Ce que le peuple attend, ce que nous attendons tous, c'est qu'on puisse effectivement amener ces dossiers sur le tapis un jour. Parce que plein de Béninois s'attendaient à ce qu'on vienne leur dire réellement ce qu'on reproche à un certain Joël Aïvor, par exemple. Vous savez, vous avez cité les 3 grands dossiers, mais les dossiers n'ont pas les mêmes implications. Les dossiers n'ont pas les mêmes implications, même si le dossier de 39 hectares, on parle d'implications politiques. Non, c'est parce que ce sont des hommes politiques qui sont des responsables de haut niveau qui sont concernés. C'est pour ça qu'on parle de dossier politique. Donc ce dossier n'est pas politique du tout. Et puisqu'il n'est pas politique, les gens ne sont pas inquiets par rapport à l'issue de ce dossier-là. Ce que, quand vous attendez, ou bien on peut aussi appeler ça Caravi Gate. Donc, ce qui s'est passé à Caravi, vous allez voir beaucoup de gens disent « Ah, enfin, les gens vont rendre compte de ce qu'ils ont fait. » Vous savez, moi, je ne suis pas au cœur du dossier. Maître Fatou est là pour donner les démarches techniques à suivre. Ce que je voudrais dire, c'est que on ne doit pas s'inquiéter parce que les juges ont été suffisamment informés, les juges ont été suffisamment appelés à aller. J'ai des gens qui ont trouvé, si on avait trouvé par exemple que le procès de procès Joël Aïvor était trop poussé et que ça arrive aujourd'hui, on va dire ouf, parce que moi aussi je le dis, je vais enfin savoir. C'est un dossier très attendu. Très attendu, et moi, d'abord par moi déjà. Il faut dire mais je vais quand même savoir qu'est-ce qu'on reproche à Joël Aïvor. Le procès Joël Aïvor, c'est bon, voilà, c'est un ami, c'est un combattant. On a combattu ce combat de la jeunesse et sorti de la conférence nationale et nous étions obligés d'être des défenseurs de la démocratie dans le temps. Et les Joël, c'est vrai, plus jeunes que nous, mais nous suivaient. Donc,
être là un jour et apprendre qu'on a arrêté Joël, j'étais vraiment pressé. Et j'avais même dit que, comme on a jugé le jeune homme qui a giflé le président français, qu'on l'a jugé 2 ou 3 jours après, que j'aurais voulu que le dossier, ce genre de dossier, soit jugé 2 ou 3 jours après. Mais Maître Fature nous le dira, il sait que la justice prend toujours son temps. La justice prend toujours le temps. Et si on s'est donné 3 mois, par exemple, dans le dossier de Joël, c'est pour aller et faire fouiller, retourner le dossier dans tous les sens, ce que les juges faisaient, certainement que les avocats aussi faisaient. Et donc, pour ce dossier, par exemple, je n'ai pas d'inquiétude parce que je me suis dit, enfin, c'est arrivé. Par exemple, pour le dossier de 39 États, c'est fouillé, refouillé dans tous les sens. Et aujourd'hui aussi, on ne peut pas dire que la justice, parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes juges qui instruisent les dossiers. Il y a des différents juges qui instruisent les dossiers. À partir de ce moment-là, moi, je ne suis pas inquiet. Au contraire, je me dis, enfin, nous allons savoir ce qui s'est passé. Et c'est ça que le peuple attend. C'est ça que moi aussi j'attends. Oui, le peuple attend. Maître Fatiu Ousmane, vous, en suivant de très loin, peut-on dire effectivement 3 gros dossiers majeurs, mais à valeur différentielle. Merci Joël de me passer la parole, mais merci à M. Anagonu de me relancer sur la question du procès de Frédéric Joël Aïva. Votre sujet, c'est la justice béninoise à l'épreuve de la crédibilité. Oui. Pour qu'une justice soit crédible, il faut encore qu'elle soit indépendante et libre. Et la vraie question à se poser, c'est de savoir si la Criette, juridiction spéciale d'exception créée depuis 2018, offre les garanties d'indépendance et de liberté qui sont attendues pour qu'une justice soit qualifiée de crédible. Pour ma part, je considère que le hasard du calendrier judiciaire de cette semaine n'existe pas. Il n'y a pas de hasard dans le fait que ces dossiers de droit commun, que sont celui des 39 hectares et des 45 kilos de drogue, soient audiencés dans la même semaine que celui politique de Frédéric Joël Aïva. Il n'y a pas de hasard dans le fait que les autorités judiciaires béninoises, peut-être le procureur spécial près la Criette, mais le président de la Criette lui-même et peut-être la chancellerie ont voulu que le dossier de Frédéric Joël Aïva, hautement et éminemment politique, soit noyé dans le lot de quelques affaires qui ont défrayé la chronique en leur temps, mais surtout que c'est pour empêcher que ce dossier-là ne retienne trop l'attention des Béninois parce que, comme le soulignait de manière évidente M. Anagonu, il y a un vrai problème qui est celui de savoir si aujourd'hui dans notre pays, la justice est libre et si la justice, notamment celle défendue et assumée par la Criette, est de nature à assurer à chacun des citoyens béninois le respect de leurs droits et de du droit à un procès équitable. Et c'est le cœur du sujet qui est celui du procès de Frédéric Joël Aïva. Et donc, si vous le souhaitez, je peux tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais je voulais juste brosser un peu l'approche qui est celle du gouvernement de la ruse et de la rage, qui est de vouloir que Frédéric Joël Aïva soit jugé dans le lot d'affaires de droit commun, alors que son procès est éminemment politique. Maître, vous m'excusez, mais je suis obligé de vous relancer. Dans le cas d'espèce, est-ce que vraiment l'exécutif a à voir avec ce dossier? Parce que vous dites, vous l'avez sorti, vous avez sorti le mot gouvernement de ruse et la rage, alors que pour programmer un dossier, et comme on le sait, c'est d'abord l'affaire du tribunal, maître. Alors, soyons pratiques et essayons d'être méthodiques pour que vos auditoires nous comprennent bien. Le choix qui a été fait par la Criette et par le procureur spécial de la Criette est celui d'une enquête et d'une procédure de flagrance. Cela signifie que lorsque Frédéric Joël Aïva est kidnappé, enlevé par les polices sans la moindre convocation préalable, la police et les services du procureur spécial près la Criette disposent d'ores et déjà de tous les éléments utiles à soit aller dans le sens de sa culpabilité, soit à lui permettre de défendre devant la Criette et la juridiction compétente sa liberté et son innocence. Cela veut dire que dès le 15 avril 2021, lorsque Joël
Frédéric Joël Aïvo être kidnappé par les policiers, l'enquête est terminée. L'enquête n'a pas à être poursuivie depuis le 15 avril jusqu'au 15 juillet, puisque nous avons fait, le procureur spécial Prêt-la-Criette a fait le choix d'une enquête de flagrance. Ce qui signifie que dès lors que les avocats et le mis en cause disposent de la date de leur convocation devant la juridiction compétente, l'enquête est terminée. Il n'y a plus rien à rechercher. Les éléments à charge et à décharge sont déjà dans le dossier et le procureur près la cour près la Criette n'a plus à se poser la question de savoir si d'autres éléments de preuve doivent être réunis et qu'il faille attendre 3 mois ou non. Donc en réalité, le vrai problème n'est pas celui de savoir s'il fallait du temps ou pas pour que la Criette puisse se prononcer. La vraie question, c'est concrètement qu'y a-t-il dans ce dossier, et c'est ce qui joue sur la crédibilité de la Criette. J'entendais M. Anagonou me questionner sur la possibilité qu'avait la Criette de juger Frédéric Joël Aïvo dans le cadre d'une audience rapide sous 2 jours. Évidemment que la Criette à Porto Novo avait cette possibilité-là. Mais le choix qui a été fait de reporter à 3 mois vise clairement une chose, essentiellement, à mettre hors d'état de nuire, de mon point de vue, un opposant politique à Patrice Talon, et dans le cadre de la prestation de serment qui a voulu être imposée, qui a été imposée aux Béninois le 23 mai 2021. C'est ça. Oui, le socio-anthropologue, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a effectivement pas de hasard, de calendrier, que tout serait planifié pour des dossiers aussi épineux? Je crois savoir que, avoir entendu, dès qu'on a arrêté le professeur Joël Aïvo, au lendemain, on avait déjà dit qu'il sera jugé dans 3 mois. Nous avions appris ça. Donc, c'était déjà longtemps qu'on a programmé et le procès court dans 3 mois. Maintenant, le débat de flagrant délit qui devait être jugé tout de suite ou après, je laisse ce débat. Maître, il est un spécialiste du domaine, je suis un sociologue, et moi, je suis là pour parler des impacts politiques, des impacts sociaux de ce. Et ce que je sais, c'est que tout le monde attendait pour que le jour du jugement de Joël puisse arriver. Effectivement, comme maître, certains d'entre nous étaient pressés. On aurait voulu que ça se passe tout de suite, mais ce débat technique qui consiste à dire qu'on a poussé le procès plus loin exprès, je ne sais pas, mais ce serait bien que pour que le puisse comprendre ce qui s'est passé, pour que le débat, le jugement soit repoussé ainsi. Il faudrait que les techniciens du droit puissent s'asseoir devant vous et que chacun puisse défendre sa thèse. Voyez-vous, je ne suis pas Mario, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il faut attendre 3 mois pour le faire. Moi j'ai dit en mon temps que aller enfermer Joël et attendre 3 mois pour le juger, c'est la jeunesse africaine quelque part qui est en train de perdre. Pourquoi? Joël est un transmetteur de savoir à ces jeunes-là et qui deviendront les cadres de demain. Donc qu'ils ne puissent pas aller au cours pendant 3 mois et qu'on s'entendait vers la fin de l'année académique, c'était que s'il y avait possibilité, on aurait pu le juger plus tôt. Maître vient de montrer qu'il y avait possibilité, dans la mesure où tout le temps que Joël circulait, que la police a pris le temps de chercher le contour, de chercher les éléments nécessaires pour l'apprécier. Je voudrais dire que je voudrais dire enfin, et ce débat et ce côté que Maître a pris pour dire que le jour où on a arrêté qu'on a préconisé la flagrant délit pour arrêter Joël, ce jour-là qu'on devait avoir tous les éléments du dossier avant de pouvoir le faire. Je ne peux pas juger de ça ici. Seulement ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on a dit dans 3 mois. Seulement, le maître parlait des conditions d'une justice équitable, oui, de la liberté de la justice. Et j'étais tenté de lui dire, parce que j'ai suivi souvent, comme le maître le sait très bien, que lorsque fait dit-on dans un tribunal, vous voyez, et il y a la partie civile, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça, et qui
qui, malgré, même si on a condamné le fautif, la partie civile peut dire, je ne suis pas content parce que j'aurais voulu qu'il soit condamné plus lourdement que ça. J'ai souvent vu ça en France, Maître Le Serre, et je voudrais juste lui demander, et lorsque Moretti, le ministre de la Justice, est venu au ministère de la Justice et a lancé certaines enquêtes, certaines inspections et tout, et qu'en retour, les juges l'assignent aujourd'hui, est-ce que ça a posé un problème de la liberté de la justice dans un pays? Est-ce qu'il lui arrive de constater au barreau de Dijon que cette fois-ci, dans cette décision-là, la politique s'est impliquée, que ce n'est pas une décision équitable? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Une décision rendue par un tribunal, par le juge, c'est toujours discutable. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui rendent ces décisions-là, et à partir du moment où c'est un homme, c'est sûr que les décisions sont perfectibles. Pour nous, ce qui nous concerne ici, il y a eu peut-être des erreurs, comme Maître l'évoque, et quand eux, juristes, ils vont se voir face à face, ils pourront discuter de cela, mais politiquement et socialement, ce que nous entendons, c'est que enfin le procès est arrivé, enfin nous allons savoir ce qu'on reproche à Joël. S'il arrivait que à la suite de ça, on libère Joël tout de suite, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une interrogation. Cela veut dire qu'on n'avait rien contre lui et qu'on l'a arrêté pour la forme. Et ça, je ferai partie de ceux qui seront là pour dénoncer la chose, parce qu'on ne peut pas arrêtez. Vous voulez vous dire que quand on arrête quelqu'un pendant un temps si long, que la conscience c'est qu'il y a une condamnation qui suit en même temps. Non, mais oui, mais c'est qu'il y a des charges lourdes contre lui. Mais s'il n'y en a pas, pourquoi aller le chercher comme ça et le mettre en prison pendant 3 mois? Moi, c'est de là que je déduis mes conclusions pour dire, eh bien, il y a forcément quelque chose. Et bon, on peut même dire, et si on arrivait même à dire que la faute, elle est légère, et qu'après les 3 mois, et peut-être la condamnation qu'il faut, puisque ça arrive comme ça, qu'on donne une condamnation et c'est en deçà de ce que le monsieur a déjà passé en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on pourrait dire, si ce n'est qu'une faute qui mérite 3 mois, on n'avait pas besoin d'enfermer le professeur Joël. Eh bien, puisque vous évoquez ce dossier, je ne sais pas, en étant un peu réaliste par rapport aux infractions supposées qui sont souvent évoquées, vous pensez qu'on restera dans une fourchette de 3 mois si condamnation doit y avoir? Maître vient de le dire. Si on arrête Joël de cette manière-là et qu'on parle de flagrant délit, c'est qu'on avait déjà rassemblé tous les éléments et on considère que ces éléments sont lourds pour que Maître puisse... Donc l'hypothèse de libérer juste après, est-ce que ça tient finalement? En tout cas... On est en analyse. On est dubitatif. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est là où on reste dubitatif. C'est-à-dire, moi je dirais, et Joël, le professeur Joël mériterait bien, si le dossier n'est pas si lourd et qu'après 3 mois on peut le libérer. Ça, d'ailleurs, ça va rencontrer ce que je pensais. Moi, j'étais dans la présomption d'innocence et je connais un peu Joël et Frédéric Joël Aïvo et comme je le dis souvent à des gens, c'est un ami que on a fait la France ensemble, on a fait le militantisme ensemble, on a fait la France ensemble et on est revenu ici. On s'est parlé tous les jours avant qu'on l'arrête. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas, je vais départir de ça, que ce soit Joël ou quelqu'un d'autre. C'est important parce que là, quand vous parlez, on a l'impression que vous parlez de l'ami, mais on parle aujourd'hui du citoyen et peut-être du constitutionnaliste. C'est pourquoi je sens ça de là. Okay, mais je dis, une personne, je pense, le maître doit nous dire, quand est-ce que la justice décide de laisser quelqu'un comme lui en liberté et jusqu'au jour où le jugement tombe et qu'on dise qu'il ira en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est les conditions dans lesquelles on peut le faire. Et parfois, on parle de vous êtes crédible, vous êtes représentatif. Et je pense que en cela, si la faute n'était pas très lourde, Joël est très bien représentative et on pouvait le laisser en liberté jusqu'au jour où on aurait fini de le juger. Joël était un combattant, le professeur Joël était un combattant, un militant, c'est ça qu'il a montré durant tous ces temps. Quand tout le monde était assis terré chez lui, il sortait, il allait partout dire ce qu'il reproche au gouvernement. Moi, je pense qu'il existe forcément de fautes très lourdes contre lui qui auraient justifié qu'on pu le laisser en prison pendant 3 mois avant d'aborder le truc. Donc, qu'on le condamne, alors finalement, si ces fautes lourdes-là existent, qu'on le condamne, plus que ça, je ne serai alors pas surpris. Seulement, ce qui va me satisfaire, ce qui va me faire, cette fois-ci, c'est que le peuple saura qu'est-ce qu'on reproche concrètement au professeur Joël Aïvo, qu'est-ce qu'on reproche à une personnalité de ce rang pour être obligé de l'arrêter de la manière dont ça a été et pour le garder jusqu'à venir à son procès aujourd'hui. Donc, maître, c'est vrai, vous parlez de flagrant délit, mais nous, on est ouf de soulagement, on a ouf de soulagement de constater qu'aujourd'hui, enfin,
Joël, le professeur Joël va être jugé et que nous allons savoir finalement qu'est-ce qu'on lui reproche. En tout cas, maître, il vous renvoie à la pêche. Avant que je vous pose mes questions, donc la pêche à vous, réaction. J'ai entendu beaucoup de choses de M. Anagonu. J'aimerais quand même juste clarifier 2-3 petites choses. Allez-y. Dans le cadre d'une procédure de flagrance ou de flagrant délit, les faits sont des faits qui ne doivent pas être extrêmement graves pour schématiser, pour ne pas rentrer dans le détail. Or, en l'espèce, on est en train de reprocher 2 choses éventuellement à Frédéric Joël Aïvo, qui sont le blanchiment de capitaux, qu'on pourrait qualifier de délit, et la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est un crime selon le code pénal béninois. Et il est déjà particulièrement saugrenu, particulièrement incongru d'emprunter la voie d'une flagrance, d'une enquête préliminaire qui s'arrête au stade des investigations des policiers pour des faits de cette nature prétendument grave. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Ça veut dire que, alors qu'on reproche à un homme d'avoir attenté ou tenté d'attenter à la sûreté de l'État, à l'organisation sociale et à l'organisation publique, on emprunte la voie de la flagrance d'une enquête presque bâclée en quelques jours, alors qu'on aurait pu orienter le dossier vers une instruction plus longue, avec des investigations plus poussées et évidemment des droits de la défense plus garantis, parce que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les droits qui sont celui du mis en cause sont extrêmement restreints et restrictifs. Donc on a fait un choix qui est celui de l'enquête de flagrance, alors que les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Ce qui veut dire que lorsqu'il est entendu entre le 15 et le 16 avril 2021, Frédéric Joël Aïvo est présenté à des policiers qui lui disent « Nous avons des éléments de preuve contre vous de ce que vous êtes coupable et vous serez jugé ». Et là, on en revient à la question posée par M. Anagonu, qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été mis en liberté dans l'attente d'un si long procès, puisqu'il a été convoqué 3 mois plus tard. Eh bien, Monsieur Anagonu, en posant cette question-là, vous avez votre réponse, puisque vous avez vous-même dit que s'il y en a bien un qui présente des garanties de représentation devant la justice aujourd'hui, c'est le professeur d'université titulaire de l'université, expert près les Nations Unies, dont on sait a priori qu'il ne présente aucun risque de fuite, aucun risque d'échapper à sa justice et à la justice béninoise, d'autant plus qu'il est innocent et qu'il se sait innocent. Donc voilà le choix fait par la police, voilà le choix fait par le procureur spécial, qui est de priver un homme de liberté pendant 3 longs mois de sa vie, pour simplement le mettre hors d'état de nuire et le tenir à l'écart du champ public et du champ politique. Il est là le débat. Il n'est pas de savoir si Frédéric Joël Aïvo est libre ou pas, est innocent ou pas. Nous savons tous, les avocats de Frédéric Joël Aïvo le disent et le martèlent, que le dossier est vide de contenu et que aucun élément de preuve ne peut être avancé pour justifier une éventuelle condamnation. J'insiste sur le fait que, à ce jour, M. Anagonu, ce qui n'existe nulle part dans aucun pays, les avocats de Frédéric Joël Aïvo n'ont pas pu obtenir la copie du dossier pénal de leur client qui vient à être jugé demain. On n'a vu ça nulle part, sauf dans les régimes tyranniques et dictatoriaux. Oui, sur cet aspect, M. Anagonu, quand on a entendu les avocats tenir de ces propos, bon, ce sont eux qui ont parlé, ça fait penser à plus d'un, à un ancien dossier où les avocats ont dit on veut défendre quelqu'un, mais nous on n'a pas son dossier, on veut défendre comment? J'imagine que le socio-anthropologue se rappelle le dossier, on ne refera pas le débat de ce dossier, mais quand ça devient récurrent, est-ce que ça n'inquiète pas quelque part? Ou quelle explication le socio-anthropologue y donne? Ça me fait remonter à nos professeurs à l'université. Si des collègues des amis sont devenus magistrats, c'est qu'ils sont passés par là. Ils sont passés par notre université et nos professeurs nous ont enseigné. Et moi, je pense, de toute façon, en sociologie, les miens sont encore là et ils ne sont pas encore tous partis. Certains sont encore là. Et vous savez, ce qui m'arrange, c'est quand je quitte un plateau, qu'un ancien de mes professeurs m'appelle pour dire « Georges, je suis fier de toi. C'est bien ce que tu as fait. » Ou bien me dit « Georges, tu as dit tel jour, tu pourrais le dire autrement. » Qu'est-ce que je voudrais dire? Maître Fatio, vous avez aussi fait notre faculté?
J'ai fait mes 4 années de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Super. Donc, toutes ces règles dont vous parlez, on vous les a enseignées. Nos procès ont fait leur boulot. Tout à fait. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez ce qui est difficile dans le métier du magistrat? Non. Et la justice, celui qui a créé son monde, c'est le Dieu qui a créé son monde. D'accord? Le peuple béninois s'est entendu pour vivre sur cette terre-là et a dit, nous allons confier notre destin à un corps, le corps des magistrats. C'est tellement lourd. Et la justice, elle est aussi divine. Est-ce que vous pensez que les légèretés dont parle Maître Fatiou, vous pensez que ces légèretés-là ont pu avoir lieu dans le débat que dans le procès dont nous sommes en train de parler? C'est-à-dire que la formation que le magistrat a reçue, il fout cette formation-là au pied et agit autrement. Demain, on pourra rendre compte. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs, les hommes de la justice, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Parce que il y aurait quelqu'un, un juriste aussi. Enfin, un magistrat, on ne leur permet pas de faire peut-être ces débats-là. Il peut peut-être aller chercher un qui est à la retraite pour venir faire le débat avec vous. Parce que lui, bon, voilà. Et c'est ça où on nous rend, nous autres, la tâche difficile. Et j'aimerais bien avoir un sociologue ou un anthropologue de l'autre côté en face de moi pour que nous puissions analyser le côté sociologique et le côté anthropologique des faits dont nous parlons. Mais seulement ce que j'ai dit, si tout ce que Maître a dit est vrai, c'est-à-dire, ce sont les règles, les préliminaires de la justice. On devait avoir tel élément, on devait avoir tel élément avant de poser tel acte. Et donc, je reviens me poser la question de savoir, est-ce que la justice béninoise, les magistrats béninois ont été à une autre école? Je me suis posé la question et Maître vient de répondre tout de suite pour dire non, nous avons tous été à la même école. C'est les Robert Dossou qui nous ont formés, les Holo qui nous ont formés, les Thomas Godot et tout ça. Et on peut alors se poser, on peut alors rester là pour dire, est-ce qu'il n'y a eu jamais de justice rendue au Bénin? Je pense que c'est oui. C'est les mêmes magistrats qui donnent des verdicts et on acclame parfois. Toujours, je vous ai dit tout à l'heure ici que c'est toujours une partie qui acclame, la partie qui n'a jamais acclamé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, vous savez, tel qu'on parle de privation de liberté pour le poète Joël Aïvon, et qui inquiète, mais le maire Bada n'est pas une petite personnalité non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais personne ne se plaint. Pourquoi c'est comme ça? Et parce que, et c'est ça, c'est comme si le peuple est tellement convaincu du fait que quelqu'un soit fautif. C'est ça. Et que le peuple se dit, oui, mais ça, vraiment, ça, ils doivent lui faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu quelqu'un qui a dit que dans le dossier de drogue de 145 kilos, quelque chose comme ça, qu'on s'est permis, je ne sais même pas si c'est pas en face de moi que quelqu'un faisait ce débat pour dire qu'on s'est permis d'arrêter ceux-là parce qu'on les a mis de côté. Non, le peuple béninois aussi est fier de constater que ceux qui posent des actes illicites, eh bien, il faut bien les juger, il faut bien les mener devant les tribunaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et le peuple n'a pas regardé pour dire, mais ceux-là, ils sont riches, ils ont de l'argent. Le peuple a dit non. S'ils sont en train de faire ces choses-là, mais voyez-vous, leur présomption d'innocence est tellement bafouée au niveau de l'appréciation populaire, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que ce qui concerne le professeur Joël Aïvon, ce n'est pas la même opinion. Pour tout le monde. Moi, je vous ai dit, pour l'homme que je connais, j'aurais jamais cru qu'il va poser des actes dont on est en train de parler. Mais le juge, lui, il a une conviction. Il trouve qu'il a posé ces actes-là. Nous pouvons aujourd'hui avancer pour dire, si, comme le maître le dit, c'est une erreur de l'avoir mis en prison pour 3 mois, nous pouvons dire aujourd'hui et demain, le dossier viendra et nous allons entendre. Et ce que je pense que les autres dossiers qui sont programmés aussi demain n'auront pas forcément le même retentissement que le dossier du procès Aïvon. Ne seront pas aussi suivis. Si c'était que à la Criette à Porte-Nouveau, on se permettait de faire le jugement au stade Charles de Gaulle, vous allez voir que le chat serait rempli. Parce que beaucoup veulent venir entendre qu'est-ce qu'on reproche vraiment au professeur Joël Aïvon pour le garder là. Et ce qu'il faut dire, lorsqu'on en arrive là, il faudrait que les magistrats
puisse avoir les arguments nécessaires pour convaincre. Est-ce que effectivement jusque-là, les défenseurs du procès Joël Aïvo n'ont pas pu avoir accès au dossier? Je pense que c'est aussi un principe sacro-saint pour la justice, que lorsque vous êtes condamné ou bien on vous reproche quelque chose, que vos avocats puissent avoir accès au dossier. Et je réitère encore cet appel que j'ai déjà lancé ici une fois. Je réitère ça aujourd'hui pour dire, la criette, c'est vrai, on a une connotation, on a une image peut-être injuste de la criette. Quand on dit vous êtes allé à la criette, tout le monde crie pour dire ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Et j'ai dit pour cette fois-ci, pour ces dossiers-là, qu'il faudrait que la criette se comporte comme une juridiction ordinaire pour permettre que nous puissions avoir vraiment les éléments nécessaires pour apprécier ce dossier-là, parce que le peuple en a besoin, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on arrête Joël, vous savez ce qui est concerné? Eh bien, c'est la démocratie béninoise qui est concernée. Ce n'est plus un dossier de droit commun, je ne sais pas comment ils appellent ça, où quelqu'un a volé, ou un dossier ordinaire, mais c'est la justice, c'est la démocratie béninoise. De l'issue que donnera ce dossier, des débats qui auront lieu, et des démonstrations qui auront lieu, notre démocratie devra encore grandir un pas de plus. Et ceux qui nous reprennent pour dire, eh bien, une démocratie dans laquelle on prive de liberté des gens comme Joël Aïvo, c'est une démocratie qui n'est plus sur les rails, ce que les gens nous disent. Mais moi, je voudrais que ceux qui doivent nous aider à montrer que cette démocratie tient encore, ce sont les magistrats. Et dans ce domaine-là, ils ont beaucoup à faire par rapport à ce dossier. Pas seulement Joël, c'est lorsque aussi le dossier et Madougou viendra. Ils ont beaucoup à faire pour travailler jour et nuit, pour pouvoir amener les éléments nécessaires pour convaincre le peuple. Comme quoi, la justice que nous rendons en votre nom, c'est une justice droite, c'est une justice équitable pour tous les gens. Maître Fatih Ousmane, vous le dites honnêtement, est-ce que présenter le professeur Joël Aïvo comme porte-flambeau de la démocratie dans un procès comme celui qui s'annonce, ça fait pertinent? C'est tellement vrai, et je remercie M. Anagoni d'avoir abordé dans ce sens. Je pense, et j'ai milité il y a quelques semaines pour que le procès de Frédéric Joël Aïvo soit un procès public, ouvert au public, ouvert aux Béninois, et qui soit au même titre que l'ont été ceux je crois que c'était le procès ICC qui a été médiatisé, qui a été retransmis à la radio, quasiment sur toutes les chaînes de radio soumises au régime actuel et même à l'ORTB, etc. J'ai milité pour que ce procès-là, parce qu'il concerne les Béninois, parce qu'il est question d'accusations graves qui portent atteinte à la sûreté de l'État béninois, parce que la justice est également rendue au nom des Béninois, moi j'ai milité pour que ce procès-là soit public, médiatisé, et que tous les Béninois puissent aller être des observateurs judiciaires de cette justice pour se demander ce que la police et le procureur spécial, près la criette, ont pu reprocher à Frédéric Joël Aïvo, et surtout les éléments de preuve que cette police-là et cette police politique et ce procureur spécial peuvent avoir réuni contre un homme de droit dont le seul tort a été de marteler pendant des semaines et des mois entiers que la démocratie était une obligation et non une option, et que la Constitution devait être respectée. Je vais aller dans le sens de M. Anagoni qui se demandait si depuis quelques années la justice avait jamais été rendue au Bénin. Je vais vous dire, M. Anagoni, la justice a été rendue au Bénin. Lorsque Patrice Talon bénéficiait alors d'une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge Angelo Roussou, il y avait justice au Bénin. Lorsque cette même ordonnance de non-lieu était confirmée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, il y avait justice. Lorsque la Cour suprême était également saisie, il y avait justice. Qu'est-ce qui a pu faire qu'entre 2016 et 2021, aujourd'hui, M. Anagoni, cette justice soit aujourd'hui ébranlée et connaisse un tel recul? Eh bien, il y a eu la création d'une cour d'exception. Vous disiez tout à l'heure que la criette doit se comporter comme une juridiction normale. Ce n'est pas une juridiction normale. La loi qui l'a créée en 2018 dit clairement que la criette est une juridiction d'exception. C'est une juridiction spéciale. Le procureur spécial est, comme le dit son nom, spécial. La composition de
de cette juridiction est spécial. La procédure qui est suivie est spéciale. Elle a d'ailleurs été retoquée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à plusieurs reprises. Et lorsque le gouvernement de la République fait voter en 2020, le 5 février 2020, une nouvelle loi qui complète la précédente créant la criette, il fait des amendements à la procédure et complète un peu les éléments et les faits qui peuvent conduire à une convocation devant la criette, mais le gouvernement pour autant ne supprime pas la criette. La criette est une juridiction spéciale, exceptionnelle, qui dépend de manière évidente de l'exécutif, et c'est là que l'on vient à ce que je disais en prélude et en début de mon intervention. La justice n'est pas indépendante lorsqu'elle subit la pression et l'action de l'exécutif. Alors, Maître Fatiou, le débat, on le fera une autre fois, celui de se demander, pour autant, faut-il supprimer la criette? On y reviendra. Mais par rapport au dossier qu'on a, visiblement, je me retourne vers M. Anagonou pour dire, là, on a comme l'impression, quand on vous suit, qu'il y a un dossier qui semble focaliser plus l'attention que les autres. Et pourtant, quand on voit les contenus, tous ces dossiers sont très importants, M. Anagonou. Ouais. Et cette spécificité qu'on semble accorder aux professeurs, est-ce que ça fait juste? C'est ce que je voulais dire, parce que c'est notre démocratie à nous tous. C'est notre démocratie. On n'a pas dit que Joël a tué quelqu'un. On n'a pas dit que Joël a fait de la drogue. Mais on n'a pas dit que Joël a vendu des terrains qui ne lui appartiennent pas. Oui, blanchiment de capitaux et des questions de sûreté de l'État. C'est ce que je vous dis. Ça fait important. Voilà. Celui qui vend de la drogue ne fait pas atteinte à l'État, à la survie de l'État. Vous êtes d'accord? Celui qui morcelle des terrains et qui vend des terrains qui ne lui appartiennent pas n'apporte pas encore atteinte à la survie à la sûreté de l'État. Mais ce qu'on reproche, ce que la justice reproche au professeur Joël Aïvo, c'est tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous êtes d'accord? Ça devient sérieux, ça met en péril notre démocratie. Encore, si on pourrait dire blanchiment d'argent, ça fait un truc de droit commun, on peut aussi comprendre. Mais c'est ça qui fait que le dossier du procès Joël Aïvo prend alors une connotation politique. Et lorsque ça prend une connotation politique, c'est que ça nous concerne tous. Et quand vous voyez l'opinion publique aujourd'hui, elle se sent concernée. Et bien, je voudrais dire, maître Fatiou, que les mêmes juges, les mêmes magistrats qu'on a utilisés pendant le temps puisqu'il a évoqué le temps de Yahya Boni, ces mêmes juges sont là aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas allés à la retraite. Oui. D'accord? Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils peuvent changer d'attitude? Qu'est-ce que le sociologue Je vais vous répondre, M. Anagonou. Ouais. Je vais vous répondre, si vous permettez. Oui, bon, allez-y. Mais Maître Fatiou et M. Anagonou, je vous dis, il nous reste juste 6 minutes. Donc, allez-y, et tout en tenant compte du temps. Très bien, je vais faire très bref. Okay. Entre-temps, M. Anagonou, il y a eu la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont le candidat Patrice Talon, en 2015-2016, avait annoncé qu'il entendait exfiltrer de sa composition l'exécutif et le politique. La réforme qu'il a mise en œuvre plus tard, une fois arrivé au pouvoir, a été d'accroître et d'aggraver la présence du politique et de l'exécutif dans le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu entre-temps tous les reculs démocratiques et toutes les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés publiques et individuelles qui ont été actées par son régime, qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun organe de contre-pouvoir, aucune organisation sérieuse, y compris l'ordre des avocats du Bénin, qui puisse réagir et protester contre ces reculs-là. Il se fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État qui est un État policier, un État qui est devenu un État répressif, ce qui fait qu'aujourd'hui, la société civile ne s'exprime pas. Les syndicats de magistrats, si vous en avez entendu un seul, oser critiquer la composition et la loi sur la criette, c'est que quelque chose m'a échappé. Et récemment, Monsieur Anagonou, ça ne vous a pas échappé également, qu'il y a un ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, entre-temps exilé, qui est rentré au pays, qui a demandé expressément à ce que Frédéric Joël Aïvo et Réki Amadougou aillent demander pardon à Patrice Talon. Et vous voudriez que ce dossier ne soit pas politique et qu'il y ait une indépendance de la justice. Le fait simplement d'évoquer l'idée d'un pardon demandé à un chef d'État,
prouve que ce dossier n'est pas judiciaire, mais est purement politique. La liberté de Frédéric Joël Aïvo et de Ricky Amadougou et de tous les autres, ils sont près de 500 embastillés par le régime actuel, n'est même pas une option, ce n'est pas à discuter, ça doit être automatique aujourd'hui lorsqu'on sait que la justice telle qu'elle est rendue dans notre pays n'est pas libre, elle n'est pas indépendante. Maître Fatiou, si le citoyen lambda prend l'exemple que vous avez donné de l'autre côté, à savoir, qu'est-ce qui vous motive à ne pas penser le contraire, que ce dernier soit en mission, par exemple, pour l'opposition, en tenant de ces genres de propos? Que je pense ou que celui qui a tenu... Oui, vous prenez pour agent comptant les propos de ce dernier. Mais qu'est-ce qui fait dire que ce dernier n'est pas aussi en mission pour dire ce qu'il a dit là, pour qu'on dise enfin que c'est vraiment un dossier politique? Moi, je me contente d'écouter. Je ne fais pas d'observation, je ne fais pas d'interprétation. Je n'ai pas de pouvoir de divination. Ce que je note, c'est que le discours tenu par ce dernier, lorsqu'il appelle des opposants à demander pardon à un chef de l'État, alors que lui-même est un néo-repenti et un néo-converti à la rupture, ce discours-là vient corroborer le fait que la justice n'est plus libre au Bénin et que seul le fait du prince et seule la voie de fait, en réalité, sont de droit de cité au Bénin aujourd'hui. Voilà la vraie question que posent les déclarations de cet individu. Oui, Maître Fatih Ousmane, vous restez égal à vous-même par rapport à vos analyses. Monsieur Georges Anangoulou, est-ce qu'il faudra demander aux citoyens de faire beaucoup plus attention quand c'est trop sérieux que d'opter pour certaines postures? Non, je voudrais d'abord dire à Maître que, vous savez, l'intellectuel que je suis, ou la petite formation que j'ai reçue, je vais vous dire honnêtement quelque chose. Le fait qu'on demande d'aller demander pardon au chef de l'État, celui qui a dit ça, ne fait que plonger, en fait, le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il accepte de vous pardonner et toutes vos fautes sont effacées. Non, ça, c'est devant la justice divine qu'on a appris ça. Ça, ce n'est pas de notre terrain. Donc, c'est tous ceux qui refusent de dire bonjour au président Talon quand il passe, ils sont tous en prison. Non, et que lorsqu'il dit, je vous pardonne, vous êtes libérés. Si c'était ça, je pense que ceux dont on parle ne seront plus gardés, on les aurait libérés de plus. Et c'est pourquoi nous devons nous battre. Et je vais toujours me battre pour ça. Et ça va être ensuite votre conclusion? Celui qui a posé ce projet a toujours dit sur tous les plateaux que moi je ne le considère pas. Parce que je considère qu'on n'a pas tous les éléments et c'est ça qui fait qu'on dit allez demander pardon seulement à partir de Talon et on va libérer Joël et Mandougou. Non, c'est pas sérieux. Moi je ne tiens pas compte de ça. Votre conclusion? Ma conclusion est que par rapport à ce dossier, c'est dommage. Vous allez vous manquer vous-même. Nous avons passé peut-être 40-45 minutes sur le plateau là. Et que finalement, on n'a parlé que du dossier Joël Aïvo. On n'a parlé que du dossier Joël Aïvo. Et donc, je voudrais avoir l'espoir que cette fois-ci, à cause de tous les commentaires qui sont faits, c'est-à-dire si les magistrats doivent savoir que par leur action, on peut salir notre démocratie à l'extérieur. Et que par leur action, on peut aussi acclamer notre démocratie. On a été tous formés à la même école, c'est-à-dire dans cette université nationale du Bénin, avant que chacun aille dans le pays où il veut pour aller compléter nos maîtres. Ceux qui nous ont enseigné doivent encore rester dans nos têtes. Et je pense que c'est encore dans ces restes-là, peut-être parfois que les gens ont dévié. Cette fois-ci, la justice, moi, je voudrais croire qu'on va réellement dire le droit, qu'on va permettre à tout le monde d'avoir accès à ce dossier-là, et que de ça découlerait l'évolution et le rayonnement de notre démocratie qu'on a tant sali partout en ces derniers temps-ci. Merci bien. On va demander le ME6 à Maître Fatih Ousmane et clôturer. Merci Joël. J'ai entendu il y a quelques semaines sur les enseignes de France 24 et RFI, le chef de l'État se livrer en public et livrer en pâture des opposants en disant qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient des éléments de preuve contre eux. Aujourd'hui, Patrice Talon a une responsabilité historique face aux Béninois, c'est de montrer que la justice dans son pays et la justice au Bénin est indépendante. Jusque-là, j'ai beaucoup de réserves sur l'indépendance de notre justice. Le procès de Frédéric Joël Aïvo sera un des baromètres de cette indépendance. Et la seule façon pour
pour nous aujourd'hui de constater que cette justice est libre et indépendante, c'est de libérer Frédéric Joël-Aïvo, c'est de libérer toutes les personnes qui ont été embastillées dans le cadre de cette mascarade électorale qui s'est tenue en avril et mai 2021, et de faire en sorte que la liberté revienne et devienne la règle dans ce pays et que la peur cesse dans les esprits des Béninois. Merci à vous, Maître Faty Ousmane. Merci à vous, Monsieur Georges Alain Gonon, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Demain, c'est un autre jour pour d'autres réalités. La fontaine pour vous, ses compagnes, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.